Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du phénomène manga The Promised Neverland, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à faire une rapide parenthèse concernant la surmédiatisation du titre. Alors si vous ne le saviez pas, les éditions Kazemanga ont annoncé l'acquisition de la licence The Promised Neverland en juin 2017, ça fait pratiquement un an qu'ils nous parlent de ce titre, à travers d'une part un mini-site qu'ils ont créé autour de la série. Je vous glisserai le lien de ce mini-site dans la barre d'informations parce que très franchement, il vaut le détour, il est super bien fait et très complet. Vous pourrez découvrir notamment un extrait du premier tome, les dates de parution des 4 prochains tomes, parce que oui, Kaze nous promet la parution des 5 premiers tomes de la série en 2018, ce qui est plutôt pas mal pour le lancement d'un manga. Vous avez également des fiches sur les personnages, sur l'univers, bref, n'hésitez pas à checker la barre d'infos pour y trouver le lien de ce mini-site dont je vous conseille vivement la visite. Kaze a également parlé du titre à travers notamment les réseaux sociaux, mais aussi des articles dans des magazines, dans des journaux, à la télévision, dans la rue, bref, vous ne pouviez pas passer à côté de The Promised Neverland. Kaze voit les choses en très grand avec ce titre et mise gros, puisque c'est la première fois en France qu'un manga, qu'un tome 1 bénéficie d'un tirage à 100 000 exemplaires, ce qui est en moyenne 3 voire 4 fois plus qu'un premier tome lambda. J'ai trouvé qu'il y avait un petit effet qui se coule à cette surmédiatisation, c'est-à-dire que d'un côté on a les personnes qui restent, qui l'ont été depuis le départ et qui le sont toujours, aussi hypées par le titre parce que le titre mérite amplement toute la hype qui a été faite autour. Je vous spoil un petit peu mon avis au sujet de ce premier tome, mais sincèrement il vaut très clairement le détour. À côté de ça, par contre, on a des personnes qui se sont retrouvées écœurées du titre avant même de l'avoir entre leurs mains, tout simplement parce que ces personnes en avaient ras-le-bol de le voir absolument par. Petite parenthèse sur la surmédiatisation à présent terminée, je vais vous parler de The Promised Neverland, qui est un shonen prépublié dans le très célèbre Shonen Jump, qui a eu un franc succès dès le départ, qui a commencé d'ailleurs en août 2016, qui compte pour l'instant 8 tomes toujours en cours au Japon. On n'a pas de date de fin annoncée. Par contre, ce qui a été annoncé, c'est sa version animée, même si on le voyait venir gros comme une maison. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, ni sur le nombre d'épisodes, ni sur la plateforme sur laquelle on pourra le voir, mais ça peut être une alternative pour toutes celles et ceux qui hésitent à se lancer dans la série. C'est un shonen, comme je l'ai dit, qui est conseillé à partir de 12 ans, qui est vendu au prix de 6,79 € et qui a la particularité de mélanger plusieurs genres, ce qui le rend atypique et très original. Au niveau des genres, on retrouve le côté thriller psychologique, suspense qui va vous tenir en haleine de la première à la dernière page. On est face à un réel page turner et c'est pour cela que selon moi il s'agit d'un futur best-seller. Cela mélange également le côté fantastique qui bascule très rapidement dans l'horreur avec un côté survie escape game évident. Vous mélangez tout ça et vous obtenez ce premier tome de The Promised Neverland qui est une franche réussite. Petite précision avant de vous parler de l'histoire et des personnages, j'ai décidé pour cette vidéo de garder la jaquette alternative. Il s'agit de la version rediscover par Benjamin Lacombe et j'apprécie énormément le travail de ce monsieur. Si vous ne savez pas ce qu'il fait, je vous conseille vraiment de taper son nom sur Google Images. Vous y trouverez notamment son travail sur Alice au Pays des Merveilles ou encore Frida Kahlo, et personnellement j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc j'ai décidé pour cette vidéo de garder la jaquette avec sa version à lui, sachant que c'est une jaquette qui est réversible, et de l'autre côté on a l'illustration normale de ce premier tome. Parenthèse jaquette terminée, je vais à présent vous parler un petit peu de l'histoire, dans l'optique où certains d'entre vous vivraient définitivement dans une grotte au fin fond de la galaxie, coupée de toute connexion internet et de toute civilisation, parce que très sincèrement, si ce n'est pas le cas, je ne sais pas comment vous avez fait pour passer à côté de ce titre. Alors déjà, il faut savoir que l'histoire se déroule en huis clos dans l'orphelinat Gracefield House. On ne sait pas précisément où se situe cet orphelinat. Au niveau de l'époque, il me semble que l'histoire se déroule en 2045. Après, il y a un contraste assez intéressant entre certaines technologies qui vont être utilisées par les personnages et les décors du fameux orphelinat et les costumes des personnages qui, eux, semblent figés dans le temps, plutôt époque 1800. Cet orphelinat accueille une trentaine d'orphelins entre 0 et 12 ans. On va notamment s'intéresser aux 3 que vous avez sur la couverture. Donc on a tout d'abord le personnage de Emma que je vais vous présenter, que voilà, vous voyez un petit peu mieux de qui il s'agit. Donc c'est cette jeune fille qui se démarque des autres par sa gentillesse, sa bienveillance envers ses petits frères et ses petites sœurs. C'est un personnage qui se distingue également par son agilité, sa rapidité, qui est un véritable rayon de soleil. Elle est accompagnée du personnage de Norman, qui lui se distingue
par son intelligence, sa perspicacité, son côté fin stratège. C'est un personnage qui va vraiment être clé pour la suite de la série. Et à côté, on a le personnage de Ray qui lui reste un petit peu en retrait, je trouve, dans ce premier tome, qui est un petit peu l'alter ego d'ailleurs de Norman, c'est-à-dire qu'il est également très intelligent, mais lui se distingue par ses très grandes connaissances qu'il acquiert à travers la grande bibliothèque qu'ils ont à leur disposition dans l'orphelinat et qui est également leur seule source de connaissances du monde extérieur dont ils ignorent tout puisqu'ils ne sont jamais sortis de cet orphelinat. D'un côté, il y a un portail qu'ils ne peuvent pas franchir. De l'autre côté, il y a une forêt dans laquelle il y a une petite barrière. Alors oui, ils pourraient très facilement passer au-delà de cette barrière. Mais il y a maman. Maman, c'est la figure maternelle, c'est celle qui va prendre soin d'eux. C'est la seule adulte d'ailleurs qui est présente dans l'orphelinat. Et maman a réussi à instaurer un tel climat de confiance avec eux qu'en leur disant simplement n'allez pas au-delà de cette barrière, sinon c'est dangereux pour vous, eh bien les enfants ne se posent finalement pas plus de questions que cela et respectent ce que leur dit maman. À chaque heure, il y a une tâche bien précise, notamment des batteries de tests quotidiens qu'on fait passer justement aux élèves, encore une fois, qui ont entre 0 et 12 ans. Et là, on voit le côté un peu, justement, comme je vous disais, technologie. C'est un petit peu le monde des bisounours, tout se passe bien. Et un jour, une petite de 6 ans va être adoptée. Ce n'est pas la première fois que ça arrive à peu près tous les 2 mois. Ils sont tous très contents pour elle. Elle est euphorique de partir. Et il y a en même temps ce petit pincement au cœur parce que finalement, tous ceux qui ont quitté Gracefield House n'ont jamais donné signe de vie, n'ont donné de nouvelles du monde extérieur à leurs anciens camarades. Mais du point de vue des enfants, c'est normal, le monde extérieur doit être tellement génial, tellement épanouissant, que tu en oublies finalement tes anciens petits camarades. Donc la petite va être adoptée, maman va l'accompagner jusqu'au portail, va prendre soin de fermer la porte à clé derrière elle, tu sens qu'elle n'a pas envie d'être suivie. Et Emma se rend compte que dans sa précipitation, dans son euphorie de partir, la petite a oublié sa peluche, son doudou fétiche. Alors elle sait très bien que maman va prendre la peluche et va lui envoyer dans sa famille d'accueil d'ici quelques jours, mais elle se dit que ça ferait tellement plaisir à la petite d'avoir sa peluche sur le trajet jusqu'à sa famille qu'elle décide avec Norman de crocheter la serrure. Et c'est là qu'on voit que ces 3 personnages vont être complémentaires de par leur capacité. Ils vont crocheter la serrure et aller jusqu'au portail pour amener innocemment la petite peluche à l'orpheline. Et là, ça va être l'amère découverte de l'horrible vérité. C'est-à-dire que la petite fille, toute contente qu'ils ont laissée quelques minutes plus tôt, a été massacrée par des monstres horribles qu'ils vont appeler démons. Et deuxième coup de massue, histoire d'enfoncer le clou, celle qui leur a livré en pâture cette pauvre enfant, c'est la grande traîtresse de l'histoire. J'ai nommé bien évidemment maman. Norman et Emma vont bien évidemment en informer Ray, mais ne vont rien dire aux plus petits pour ne pas créer la panique générale. Et ils comprennent une chose, c'est qu'ils sont les prochains sur la liste, puisque au grand maximum, les enfants de 12 ans sont de toute manière envoyés en famille d'accueil. Bien évidemment, ils comprennent qu'il n'y a jamais eu de famille d'accueil. Aucun enfant n'est réellement sorti de Gracefield House. Et c'est une véritable course contre la montre qui commence pour nos héros afin de trouver un moyen de s'évader de Gracefield House, d'échapper à la vigilance de maman. Et maman, c'est un personnage qui a plus d'un tour dans son sac pour faire en sorte qu'aucun de ses chers petits orphelins ne lui échappe. Le côté très immersif du manga vient aussi du fait que le lecteur en sait autant que les personnages concernant l'univers qui les entoure. Je vous montre une illustration justement quand ils voient les monstres qu'ils vont appeler démons pour la première fois. On les voit bien du point de vue encore une fois d'un enfant, donc ils sont d'autant plus terrifiants, d'autant plus effrayants. Ce premier tome pose beaucoup de questions. Déjà, d'où viennent ces monstres? Combien sont-ils? Est-ce que ce sont des aliens? Est-ce que c'est ce qui reste de l'humanité? Parce que finalement, que se passe-t-il dans le monde extérieur? Est-ce que au moment où ils vont s'évader, s'ils parviennent à s'évader, ils vont trouver des alliés à l'extérieur ou est-ce qu'il n'y aura plus que des monstres? Quel est l'intérêt de maman de livrer ses enfants en pâture à des monstres? Qu'est-ce qu'elle a à y gagner? Ça, on ne le sait toujours pas. Pourquoi ont-ils tous un numéro qui est tatoué sur leur cou, précisément sur leur cou? On ne le sait pas non plus. Ça ouvre énormément de questions. L'origine également de ces enfants, est-ce que c'est finalement juste du bétail qui a été créé pour nourrir des monstres, des démons qui peut-être domineraient la Terre? Donc voilà, ça ouvre
plein de perspectives pour la suite de la série et j'ai trouvé ce premier tome franchement bien fait. L'univers est posé, le côté monde des bisounours s'efface très rapidement pour laisser place à une ambiance avec beaucoup de tension. Je trouve que côté tension c'est très réussi de la part de l'auteur qui a réussi vraiment à nous tenir en haleine. On est avec eux dans cette évasion, à essayer de voir s'il y a des points faibles dans Westfield House, si maman a des points faibles aussi, mais ça t'as l'impression que c'est le personnage qui a 2 coups d'avance, un petit peu comme dans Prisonnier Riku. Quand tu penses que les personnages ont tout envisagé, et bien le méchant de l'histoire a 2 coups d'avance toujours par rapport à eux. Il sera dans mon top manga 2018 assurément, surtout que d'ici là on aura eu, s'il n'y a pas de problème au niveau de la parution, les 5 premiers tomes. Donc voilà, j'ai adoré, je ne peux rien vous dire de plus que si ce n'est que c'est un gros coup de cœur. J'avais mis la barre très haut avec ce titre puisque toute la pub qui a été faite, pour moi je me suis dit si la pub n'est pas méritée, je vais le dézinguer comme pas possible. Et finalement, eh bien, la pub est méritée. Il y a eu peut-être un petit peu trop de pub, mais ça mérite vraiment le coup d'œil. Donc cette vidéo est à présent terminée et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà craqué pour ce premier tome de The Promised Neverland, ce que vous en avez pensé, si le titre répond à vos attentes, si au contraire il vous a un petit peu déçu. N'hésitez pas non plus à me dire si par hasard il reste dans votre wishlist, si vous attendez la parution d'un petit peu plus de tomes ou la sortie de l'animé ou encore d'avoir d'autres avis à son sujet. Et n'hésitez pas non plus à me dire si au contraire vous allez passer sans regret à côté de ce titre. Sachez juste que c'est un petit peu dommage du coup. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!